Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dis qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube Chroniques Terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Le 23 juin prochain, la Java des Paluches fêtera son 9e anniversaire. À cette occasion, les ramoneurs de Menhir se produiront après Géraud Bastard et Lux Baffon. Nous poursuivrons avec Clément Delteil, conseiller numérique chez Landestini. Laurane, bonjour. Bonjour aux Chroniques Terriennes et bonjour à toi Eric. Tu es membre d'un groupe qui est... Les Ramoneurs de Menhir. Dans le groupe, tu es guitariste. Voilà, Alors, guitariste et chanteur avec le cœur. et chanteur avec le cœur. Bah, je crois que quand on fait de la musique, c'est quand même le plus souvent avec le cœur. Oui, exactement. En concert à la Java des Paluches le 23 juin prochain, ça sera une première ou pas du tout? À Aurillac, à la Java. Mhm. Oui, pour nous à la Java, ouais. C'est une première. En plus, on est content, on vient pour un anniversaire. Donc, c'est les 9 ans de l'existence de la Java. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, un anniversaire qui va être fêté par pas mal de monde, puisque c'est un lieu assez emblématique d'Aurillac. C'est somme toute une petite scène, mais une scène qui attire pas mal de monde. Comment les ramoneurs se sont créés? À partir de quand? On va revenir un petit peu sur la genèse du Bon, groupe. allez, on va faire un petit peu. Alors, en fait, il y a la création du groupe qui a commencé en 2006, mais en fait, ça a commencé, la graine a été semée bien avant. Mhm. Il se trouve que je suis le guitariste des Berreriers Noirs et en 85, on a fait un maxi 45 tours qu'on a appelé Joyeux Merdier. Il faut dire aussi que le chanteur de Berreriers Noirs, François, est breton. Bon, voilà. Je reviens en 85, on fait un maxi 45 tours qu'on appelle Joyeux Merdier avec le fameux Salut à toi, bon, etc. Bon, j'aime pas ta... Voilà. Et la Mère Noël, parce qu'il est sorti au moment de Noël et on a fait un morceau sur la Mère Noël et on a fait un autre morceau qui s'appelle toujours d'ailleurs Vive le feu. Et à la fin de ce morceau, on a voulu sonner une gavotte. Alors, ce qu'on appelle sonner, en fait, c'est quand on a une bombarde et un biniou. Mhm. Bon, alors voilà. Donc, les instruments traditionnels bretons avec des hanches, on dit des sonneurs. Voilà. Donc, on voulait sonner une gavotte. Donc, on a contacté un vieux copain à moi qui s'appelait Eric en 1985. Ensuite, les Berreux ont fait leur chemin. Voilà, on a arrêté en 89, etc. Eric est rentré en Bretagne. Il a amélioré sa bombarde. Il a joué dans différents balagadous. Il a été plusieurs fois champion de Bretagne. Voilà, en couple, en sonneur. Bon, bref. Et on s'est retrouvés tous les Berreux en 2003 pour refaire quelques petits concerts entre 2003 et 2005. Mhm. Et à ce moment-là, on a recontacté toutes les personnes qui avaient participé au groupe, dont Eric Pierre qui avait sonné une gavotte. Donc là, on s'est retrouvés en 2005. Et à ce moment-là, Eric est en train de faire un album traditionnel. Et donc, ils m'ont branché pour que je vienne faire de la guitare électrique sur un morceau à eux. Parce qu'Eric m'a dit, tu te rappelles, je suis venu jouer à Bomba en 85, est-ce que tu veux bien en 2005 faire un truc avec nous, faire un morceau avec nous? Bon, bah, moi j'ai dit ok. On a fait ce morceau et il s'est trouvé une très belle osmose, une osmose incroyable. Et on a décidé donc de ramoner les Menhirs ensemble et on a commencé le groupe en 2006. Voilà. Ah ben, c'est une belle histoire. Alors c'est une histoire qui me concerne un petit peu quelque part, car il y a en 1985 sur Radio Béton à Tours, Oui. j'ai diffusé bien sûr les
Berus, puisque Ah c'était... ouais, Radio Béton était une radio fidèle au Berru. On passait souvent d'ailleurs à Radio Béton de Tours, tu parles. Tout à fait, de Tours. Voilà, Et vous c'est ça. avez, il me semble que vous avez même participé au festival de l'île aux Cars. Exactement, on a joué exactement à l'île aux Cars, sur la petite île. À l'époque, c'était encore sur l'île aux Cars. Après, je sais que ça a été déplacé, je crois. Oui, donc une petite expérience personnelle avec les Berus, parce qu'effectivement, mais on s'est rencontrés, alors ça date, 1985. Bah oui, clairement. Ouais, clairement. Tout- Bon, voilà. Donc en gros, l'histoire c'est ça. On a commencé en 2006 et en fait, on mélange. On a fait. Moi, franchement, moi, je suis l'étranger du groupe. Ils sont tous bretons dans le groupe, sauf moi. Donc, j'ai un regard extérieur, ce qui est vraiment intéressant. Bon, maintenant, j'habite en Bretagne depuis 18 ans, mais si tu veux, ce qui est fort en Bretagne, c'est les racines très profondes. C'est vraiment un petit pays vraiment très rempli au niveau culturel. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Et donc voilà, on a commencé ce groupe en 2006 et voilà, maintenant ça fait 17 ans. On a dû faire 1500 concerts en 17 ans à peu près, peut-être un petit peu plus. Donc voilà, on joue partout, on a joué partout en Hexagone, on joue partout en Europe, on a joué plusieurs fois au Québec et puis voilà. Si tu veux, voilà, l'esprit du groupe en gros, c'est de faire le lien entre le punk rock et la musique traditionnelle bretonne. Et le lien qu'on trouve entre les deux, c'est l'esprit d'insoumission. Donc, si tu veux, on est parti là-dessus, et puis voilà. Et le groupe fonctionne à merveille. On est un collectif de 6, et ça se passe très bien. Un collectif de 6 et qui dure dans le temps, puisque bon, ça fait quand même... 17 ans de vie, ouais, bon, déjà, la vie de couple, c'est pas évident, mais la vie de couple à 6, ça se passe très bien, si tu veux. On a tous plus de 40 ans de concerts dans les pattes, avec d'autres groupes, etc. Et là, c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'on a pu faire. Et en fait, on perdure un esprit, on perpétue un esprit, l'esprit d'insoumission. Nous, par exemple, moi, ça fait plus de 40 ans que je joue en concert. Et tous les gens du groupe, c'est la même chose. On n'a jamais été intermittent, par exemple. Ça, c'est un choix politique clair, au sens où on ne sera jamais les bouffons du gouvernement français. Et moi, je dis ça souvent, la différence entre un corsaire et un pirate, nous, on se considère comme des pirates. Parce que les pirates, ils ne roulent pas pour le roi. Voilà, donc nous, on a un groupe indépendant, complètement indépendant, on s'autoproduit. Moi, j'ai tout le temps fonctionné comme ça. Tous les groupes que j'ai pu faire ont fonctionné comme ça. Pour moi, ce qui est artistique doit être libre et sauvage et justement indomptable et insaisissable. Sinon, tu fais du papier peint. Des Bretons en Auvergne, eh bien finalement, on a souvent l'occasion d'en voir, que ça soit... Il y en a partout, il y a des Bretons partout. C'est clair et net. J'en parlais avec Lucas Nédélègue, qui est un conteur breton, et qui disait que les Bretons sont un peuple de voyageurs. Exactement, la Bretagne est entourée de mer, donc de ce fait, il y a beaucoup de marins, donc ça voyage énormément. Et si tu veux, la grande différence, je pourrais dire avec la France, c'est que le Breton est partout, mais il n'impose pas sa culture aux autres. Il la perdure, certes, partout où ils sont, il y a un cercle de danse pour continuer à danser, il y a un bagade qui se met en place, mais jamais les Bretons pensent que leur culture est supérieure aux autres, c'est-à-dire que les Bretons ne colonisent pas les endroits où ils arrivent. Ils s'adaptent au terrain et ils perpétuent leur culture et leur tradition. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et c'est ce qui fait une des grandes différences avec la France. Voilà. En tout cas, c'est ce qui fait aussi l'esprit de ce groupe. Alors, on vous retrouve le 23 juin à la Java des Paluches. Alors, une première à la Java. Est-ce que c'est aussi une première dans le Cantal ? Oh non, on a joué souvent. Oui, on a joué souvent dans le Cantal. En 17 ans, on a joué souvent. D'ailleurs, on adore. De toute façon, tous les endroits en Hexagone. En général, quand on est invité, parce que le groupe dégage un certain esprit, quand on est invité, c'est que les gens adhèrent à cet esprit. Donc, si tu veux, c'est qu'on a envie de vous voir. C'est très familial. Nous, notre groupe, on fédère la tribu. Le rôle d'un musicien, pour moi, c'est de fédérer la tribu. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et à nos concerts, tu verras certainement des enfants, des grands-enfants, des parents et peut-être des grands-parents. On pulvérise les murs entre les générations. Il faut dire que ça fait quelques générations qu'on vous entend aussi. 40 ans de carrière, ça n'est pas rien non plus.
Voilà, moi j'appelle pas ça une carrière parce qu'il y a un côté, justement, le fait de faire de la musique et d'être un artiste, c'est de pouvoir être libre, justement. Alors on va dire 40 ans de musique alors. Et de pouvoir, justement, moi je trouve, par exemple, pour faire une petite allusion à l'actualité, moi j'étais dans les manifs par rapport sur la réforme des retraites. Nous, si tu veux, on y va vraiment au soutien aux travailleurs. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas tellement l'âge du départ à la retraite. Le vrai problème, pour moi, c'est pourquoi un métier n'est pas une passion. Et effectivement, quand un métier n'est pas une passion et que c'est une obligation, parce que la plupart des gens, malheureusement, ce n'est pas de leur faute, c'est le système qui est comme ça. Malheureusement, la plupart des gens perdent leur vie à la gagner. Donc, si tu veux, quelque part, évidemment, que moi je suis pour la retraite à 20 ans dans des conditions comme ça. À partir du moment où tu ne vis pas une passion, c'est insupportable. Tu as envie que ça s'arrête le plus vite possible. Donc ça, je soutiens totalement. Moi, je suis pour la retraite le plus tôt. Oui, la retraite le plus tôt possible. C'est la fin. Non mais tu vois, c'est hyper important. Ça et le débat, je pense que ne s'est pas assez situé à ce niveau-là. Pourquoi actuellement le travail n'est pas une passion? D'ailleurs, la preuve, c'est quand c'est pas une passion, le travail est mal fait. C'est pour ça que les maisons sont moches, sont mal faites. C'est pour ça que tout est mal fait. C'est pour ça que l'urbanisme est atroce. Tout est atroce parce que les gens n'avaient pas une passion. Donc effectivement, tout est fait à va-vite, bâclé. Il faut que ça soit rentable. On s'en fout de la qualité, alors que nous, franchement, ce qu'on recherche en concert, c'est une qualité avec les gens. C'est un échange d'énergie puissant. Ça n'a rien à voir. Nous sommes pas dans un plan de carrière, si tu veux. C'est notre vie, c'est notre métier. Certes, parce qu'on a envie, mais on n'est pas du tout dans un plan de carrière. Et c'est pour ça qu'on n'adhère pas à l'intermittence. Parce que le problème de l'intermittence, c'est que l'artiste doit démontrer à l'État qu'il est rentable économiquement. Donc, tu vois, en gros, c'est vraiment ça. Nous, on représente vraiment ce qui est libre. La liberté, pour moi, c'est hyper important. Et c'est ça qui rend les gens heureux, en fait. Et là, on est vraiment dans des ambiances très, je dirais, agressives. Tout le monde est un peu au taquet. Tout le monde montre du doigt tout le monde. La différence est complètement prohibée. Qu'on voit une personne différente de nous, on la montre du doigt, etc. Le racisme est à son apogée. On voit les mouvements des extrêmes droites et xénophobes qui montent à mort au niveau des élections. Et ça prouve une chose, c'est que les gens ne sont pas heureux dans leur vie. Parce que les frustrations créent des déviances. Et pour moi, être raciste, c'est une déviance. Être sexiste, c'est une déviance. C'est aberrant ce qui se passe actuellement à tous les niveaux. On en est encore, on le sait. Pourquoi le salaire pour le même travail entre un homme et une femme n'est pas le même? C'est incroyable. On le sait que c'est pas bien, mais on continue. C'est-à-dire qu'on continue. On sait que là, la seule solution pour sauver la planète et laisser quelque chose à nos enfants et à nos petits-enfants, parce qu'il faut que les gens se rendent compte, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres. C'est faux. On emprunte la terre à nos enfants. Et ça, ce concept-là, il faut qu'il soit assimilé, parce que là, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on commence à réfléchir, et on a les moyens de le faire. On est capable d'envoyer des saloperies sur Mars. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de réfléchir un petit peu mieux, dans un bon sens, pour arriver à faire que la vie soit basée sur le partage. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient tout et qu'il y en ait d'autres qui n'aient rien. C'est inadmissible. Et dans une situation comme ça ne peut créer que de la violence. Donc ça, c'est très mauvais. Il faut répartir les richesses. Il faut que les gens très riches arrêtent de s'acheter des maisons et des maisons et des voitures et des voitures et des bateaux à moteur et qui polluent tout et des jets privés ou je sais pas quoi. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va les rendre heureux, en fait. C'est ce qui rend heureux, c'est d'être bien avec les autres. Donc ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera tout le temps dans un phénomène comme on est actuellement de guerre, d'agressivité. On voit bien les gens avec Internet, comment les gens se menacent, le harcèlement. Je veux dire que les enfants se suicident parce qu'ils sont harcelés, c'est atroce. Ah, c'est totalement affreux. On ne fait rien. Les politiques, de toute façon, ils sont là juste pour entretenir certaines familles riches, mais à part ça, on s'en fout des hommes politiques. On devrait le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin d'eux, en fait. On s'autogère, on n'a pas besoin d'eux. Ils nous font croire qu'on a besoin d'eux, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous, en tant qu'artistes indépendants, par exemple, on n'a pas besoin de subventions pour exister. On n'a jamais demandé, en plus de 40 ans, aucune subvention. Ce que on estime que la culture n'en a pas besoin. C'est faux, c'est archi faux. On arrive à fonctionner à une petite équipe, on n'a pas besoin, on arrive à vivre, en fait. Voilà. Nos familles, il y a 5 familles exactement qui vivent sur le groupe et on est hyper content de ça parce qu'on s'autogère. On a besoin de personne. Et on fait exactement ce qui est en harmonie
harmonie avec notre cœur. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans une situation de faire une chose qu'on ne cautionne pas. Et ça, pour moi, ça serait impensable. Au niveau éducation, moi, personnellement, j'ai 7 enfants, je suis grand-père depuis longtemps. Si je peux me permettre de faire une passation à mes enfants, eh ben, ça sera celle-là. C'est qu'en fait, je leur dis souvent à mes enfants, moi qui parle énormément, tu vois, j'aime bien parler, etc. Je leur dis, les enfants, n'écoutez pas ce que je dis, écoutez ce que je fais. Voilà. Parler, c'est pas bien grave parce que sur Radio Pays d'Aurillac, on a tout le temps qu'il faut. Et ça, c'est encore l'avantage des radios associatives. Il n'y en a plus beaucoup en France. Il faut le souligner. Ah, bah ouais. Mais oui. Bah oui, parce que maintenant, les radios sont rachetées par les grands groupes, etc. Donc, est-ce que les journalistes peuvent vraiment dire les choses comme ils le pensent? Ça, ce n'est pas si sûr. En tout cas, sur Radio Pays d'Aurillac, nous laissons la parole à tous et d'autant plus dans les Chroniques Terriennes puisque c'est une émission dans laquelle je donne la parole au plus grand nombre, en tout cas, et à tous ceux qui ont quelque chose ou envie de dire quelque chose. Radio Pays d'Aurillac. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le légambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Shotokan, salut à toi peuple kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Monodoy, salut à toi le chinois, salut à toi le zaïrois, salut à toi l'espagnol, salut à toi le ravachol, salut à toi le hongrois, salut à toi l'iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crédit-Or, salut à toi la vache qui rit, salut à Laurel et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawats, salut à toutes les verticoles, salut aussi à Yuri Briner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Salut à toi le gros malheur, salut à toi tonton Albert, salut à toi qui est à la masse, salut aussi à Fantomas, salut à toi Roger Després, salut à toi l'endimanché, salut à tous les paysans, salut aussi à Rotemplan.
je voulais revenir un peu sur la musique. Il y a des textes en français, est-ce qu'il y a des textes en breton ? C'est ça, alors essentiellement en breton, parce que là, alors les textes en breton, c'est vraiment une résistance culturelle, parce que je pense que tant qu'on chantera en breton, tant que les enfants parleront breton, il y a en Bretagne, par exemple, les écoles Diwan. Les écoles Diwan, c'est des écoles en immersion totale en breton dès la maternelle. C'est-à-dire les enfants parlent entièrement breton dans tous les cours, c'est-à-dire qu'ils sont, comme partout, tout le monde parle français en Bretagne, ils sont directement bilingues. Donc ça, si tu veux, ça fait perdurer la langue bretonne. C'est très très important. D'ailleurs, on fait beaucoup de concerts de soutien aux écoles Diwan. Encore une chose pour laquelle on n'est pas intermittent, c'est que nous, on peut jouer gratuitement. Un intermittent, légalement, ne peut pas le faire. Jouer gratuitement, parce que ça s'appelle du travail au noir. Ça, je trouve ça inadmissible que l'État impose aux artistes qu'ils ne peuvent pas jouer gratuitement. C'est inadmissible. Donc c'est pour nous, voilà, c'était clair. On ne sera jamais intermittent parce que c'est un gros piège, hein. Et le piège, il est évident. Moi, j'adore Antonin Artaud. Pour moi, un artiste dans un fauteuil commence à faire de la merde. Donc si tu veux, nous, on est juste bien, on vit bien, on n'a pas de bien personnel, on s'en fout en fait. On est heureux dans notre vie, on vit en famille, on est très très bien comme ça. Mais si tu veux, on n'a pas besoin d'accumuler des biens pour avoir l'impression d'exister, si tu veux. Moi, quand je fais un concert, j'ai vraiment l'impression que j'existe à ce moment-là parce que il y a un bel échange au niveau énergie. Et pour moi, c'est hyper important. Ça vaut tout l'or du monde. Et les gens, les matérialistes, je trouve qu'ils sont complètement à côté de tout, en fait. Parce que à cause du matériel, ils ne peuvent plus voler. Donc ils ne sont plus libres. Ils ne peuvent plus rêver. Ils sont que dans des schémas financiers qui sont insupportables. Et voilà, nous on a réussi à trouver une alternative à ça en étant musicien. On n'aurait pas été musicien, on aurait peut-être été peintre ou cinéaste. Mais il y a des arts où c'est pas si facile. Le cinéma, c'est pas si facile de faire du cinéma indépendant. La musique, c'est un peu plus facile, comme la danse ou la peinture, parce que la musique, ça demande pas beaucoup d'investissement. Voilà, c'est ça. On peut faire de la musique avec pas énormément de choses. Et puis voilà, on fait avec ce qu'on a. Alors qu'effectivement, pour que ton film passe dans une salle de cinéma, il faut des millions de budget. Et ça, évidemment, ça ne nous intéresse absolument pas. À partir du moment où il y a des gens qui meurent de faim, je trouve ça inadmissible d'avoir des millions de budget pour faire un travail artistique. Je trouve que c'est une provocation. Enfin bref, on est dans un système comme ça. Mais moi, je n'arrive pas à le supporter. Donc, si tu veux, le fait de faire de la musique, déjà, ça me maintient relax, je dirais, face à toutes ces injustices. Parce que quand on est une personne sensible, vivre dans le monde dans lequel on est, c'est pas facile. Parce que les injustices, il y en a à tous les coins de rue. Et c'est pas facile. Alors, on fait quoi? On fait l'autruche, hein? On voit pas. Alors, on rentre chez soi, on essaye de se faire un petit nid douillet, et puis autour de nous, c'est le gros trash. Mais bon, du moment que dans la maison, ça va, c'est faire l'autruche. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, parce que quand mes yeux ils sont ouverts, ils ne se referment plus. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Donc j'ai fait le choix d'être un artiste libre et les Ramoneurs de Menhir, sont un peu le reflet de ça, quoi. Voilà, l'esprit des Ramoneurs de Menhir, c'est ça, c'est la musique, mais c'est un esprit de solidarité, de convivialité, d'entraide, tout en arrivant quand même à dégager une économie parce que l'argent, malheureusement, est indispensable dans le système dans lequel on est, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil indispensable. Basta. Ça ne reste qu'un outil. Le problème, c'est quand l'outil devient une fin en soi et qu'on vit que pour ça. Là, il y a vraiment un problème. Là, je dis que c'est un problème psy. Là, c'est carrément psy. Donc, je pense que il faudrait que les gens qui emmagasinent des biens, ils en parlent à des personnes, qu'ils aillent dans la forêt, qu'ils parlent un peu aux arbres, qui se baignent tout nus dans les lacs, qui réapprennent la vie simple, qui se baladent dans les montagnes, là où il n'y a rien du tout, et qui se mettent un peu en contact avec la nature et les animaux. Et peut-être que là, ils comprendront que effectivement, une fois qu'il n'y aura plus rien, l'argent nous servira à rien du tout, en fait. Parce que l'argent, ça ne sert à rien, en fait. Une fois qu'on aura détruit tous les arbres, toutes les rivières, toutes les mers et toutes les forêts, l'argent ne servira à rien. Donc c'est complètement idiot. Ils sont dans un processus, ils scient la branche sur laquelle ils sont. Voilà. Tout simplement.
Donc c'est vraiment, moi je trouve que, tu vois, et on appelle ça les braves gens en plus. Alors moi ça me fait rappeler le morceau de Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Exactement. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, alors nous qui sommes issus de la scène punk rock et du alors la scène punk rock c'est les voyous, la musique traditionnelle bretonne c'est les ploucs. Donc nous on est effectivement un plouc, des ploucs pirates, et on est fiers d'être comme ça. Et voilà, et on en met des braves gens parce que les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que, et nous on veut suivre une autre route que. Eh bien, votre route va vous conduire jusqu'à la Java des Paluches, en terre de langue occitane, puisqu'ici, Oui, on parle oui, occitan. Excellent. Voilà. Excellent. Et bien, Oui, l'Occitanie, d'ailleurs, est un des plus grands pays en Hexagone. Oui, mais alors on fait pas partie de l'Occitanie, hein, c'est marrant, hein, mais. Ah bah d'accord, ok. Oui, mais bon, la langue ici, c'est l'occitan, mais. Oui, non, mais vous faites pas partie de la région Occitanie. Oui, tout à fait. Voilà, parce que oui, mais c'est pas l'État qui décide. C'est comme le Sahara. On reprend d'ailleurs des traditionnels d'autres pays aussi, parce qu'on chante la résistance des cultures minoritaires en fait, qui se battent pour exister. Mais en fait, on a repris un morceau touareg, parce que quand on regarde bien une carte du Sahara, les frontières elles sont faites à la règle. On voit très bien que ce sont des gens dans des bureaux qui ont fait ça. Non mais c'est hallucinant. Pour nous, en Bretagne, c'est simple. Quand on parle breton, qu'on danse la gavotte, on est en Bretagne. Basta. Les frontières, on s'en fout en fait. Ça c'est administratif, c'est l'État qui nous impose ça. Tout à fait. Mais on s'en fout. Ça sert à cloisonner les gens, à les séparer, à les diviser. On vit tous dans des cages à lapins. C'est inadmissible. Les frontières, ce sont des frontières culturelles. Ce sont les seules frontières que je reconnais, ce sont celles-là. Ces frontières-là n'ont pas besoin ni de douaniers, ni de contrôle, ni de rien du tout. C'est simple comme bonjour, tu danses une gavotte, tu es en Bretagne. Basta. Voilà, c'est pareil. Aurillac parle occitan, c'est l'Occitanie. Que le veuille le gouvernement français ou non. Tout à fait. Le Pays Basque n'existe plus. Le Pays Basque n'existe plus en fait. La région Pays Basque n'existe pas. La région Alsace n'existe plus. Je veux dire, c'est hallucinant. De quel droit les États font ça? De quel droit en fait? Par exemple, nous en Bretagne, le maréchal Pétain, dans un décret, a séparé Nantes de la Bretagne, qui est la capitale historique de la Bretagne. Mais de quel droit on sépare la capitale? C'est pour ça qu'on se bat aussi pour la réunification de la Bretagne historique, parce que pour les Bretons, d'ailleurs, sur le Guanadu, qui est le drapeau breton, qui est le nom du drapeau breton, il y a 9 bandes. 5 bandes noires qui représentent les 5 pays gallo et 4 bandes blanches qui représentent les 4 pays bretons. Ensemble, ils forment la Bretagne historique. Dans ce Guanadu, sur ce drapeau, une des bandes représente le pays nantais. Donc c'est clair, Nantes, c'est la Bretagne. Le gouvernement a beau faire ce qu'il veut, a beau dire ce qu'il veut, a beau l'appeler la Loire-Atlantique ou je sais pas quoi, c'est la Bretagne. Basta, on s'en fout du reste. C'est n'importe quoi. C'est des politiques en fait. Ils ne connaissent pas la vraie vie en fait. On le voit bien de toute façon, on le voit bien. Ils sont complètement sur une autre planète. Ils sont dans un autre... Nous, on chante la vraie vie. Voilà. Je vous remercie de ce moment très agréable en votre compagnie. On rappelle le concert le 23 à la Java des Paluches, à Aurillac. Alors, il faut dire qu'il y aura d'autres groupes aussi, on ne sera pas les seuls. Alors, j'ai pas en tête les groupes avec qui on joue, mais je pense que toi, tu peux récupérer... on en parlera de toute façon, oui. Je crois qu'il y a 2 groupes en plus avec nous, donc on partagera la scène ensemble, et on est très content de jouer avec ces groupes qu'on ne connaît pas d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais joué avec eux encore, mais voilà, qu'on a hâte de rencontrer. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, et en tout cas... Merci à toi Eric, parce que si on est à ton émission, c'est que tu nous as invités. Donc. Tout à fait. Voilà, c'est quand même un peu grâce à toi. Donc, avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir, de toute façon. De toute façon, dans les chroniques terriennes, les artistes sont toujours bienvenus. On passe toujours des moments agréables. On aurait pu poursuivre cette interview, mais je souhaite passer aussi quelques chansons. Donc voilà. Bon. Alors moi, si tu peux me permettre, comme ça s'appelle chronique terrienne, je voulais faire un petit final. Une petite phrase que j'aime bien. T'es tout, t'es rien, habitant de la terre. Voilà. C'est un peu l'idée des chroniques terriennes, en fait.
C'est un peu Voilà. l'idée des chroniques terriennes. Bon, ben, en tout cas, merci. Et puis, bientôt au concert. À bientôt au concert. Oui. Et voilà, de toute façon, le Corental, bon, bah voilà, hein, c'est une belle terre. On avait joué, je me rappelle, on avait fait une résidence dans un lycée qui s'appelait Saint-Géraud. Saint-Géraud, bah, ça sera juste à côté. Voilà. C'est juste à côté de la Et Java. ben voilà, et on l'avait débaptisé, on l'avait appelé Saint-Géronimo. En hommage voilà, au chef à Apache. Ouais. Bon bah très bien, et puis bientôt là, ça va aller très vite maintenant. Hein. Ça va aller très vite. Radio Pays d'Aurillac.
Bouteille, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer votre rôle au sein de Landestini ? Alors moi, je suis conseiller numérique. Enfin, mon rôle à Landestini est conseiller numérique. Conseiller numérique France Service, la vraie dénomination. Qu'est-ce que c'est conseiller numérique? Je crée des ateliers, j'anime des ateliers autour du numérique et c'est essentiellement pour le public qui est éloigné du numérique. L'État nous pousse de plus en plus à aller sur le numérique. Les impôts, c'est sur l'ordinateur. La facturation. De plus en plus, la facturation qui arrive pour les TPE et PME en juillet 2024, me semble-t-il. Pour les TPE et les PME et pour les grandes entreprises, ça sera en 2025. On va avoir les facturations. On a pas tout ce qui est administratif. Maintenant, Pôle emploi, c'est essentiellement sur le net. La CAF, c'est essentiellement sur le net. Il y a vraiment de plus en plus de démarches administratives qui sont sur Internet. Oui, et les démarches et déclaration les gens TVA, par exemple. C'est ça. Et les gens sont pour la plupart éloignés du numérique et on passe du jour au lendemain à du papier ou à parler avec les gens à être seul derrière son ordinateur. Les gens ne savent pas faire et c'est pour ça que ce métier a été créé par l'État. C'est un dispositif d'État, ce métier-là. Et du coup, on a été formé et embauché pour accompagner ces usagers-là à mieux connaître le numérique et à moins avoir peur. Parce qu'on peut tous le faire, mais on a tous peur de faire une bêtise. Et du coup, nous, on est là pour faire des ateliers en mode pédagogue, pour le coup. Moi, je travaille beaucoup avec les métaphores. J'aime beaucoup faire des métaphores et on comprend un peu mieux aussi. Puis, avec une série d'ateliers, on est un peu plus à l'aise avec ces outils-là. Est-ce que vous constatez un rapport, on va dire, à l'informatique différent suivant les âges ? Oui et non, parce que, vous voyez, j'ai un partenariat avec l'école de la deuxième chance, là, qui sont au Château Saint-Étienne. C'est essentiellement des jeunes. Ils sont tout le temps sur leur smartphone. Quand tu vas discuter avec eux, ils vont te dire je sais faire. Mais au final, il y en a alors, je fais des ateliers collectifs avec eux, je fais des ateliers individuels aussi. Et en fait, tu t'aperçois qu'ils savent pas t'en faire. Ils savent faire les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, il n'y a pas de souci. Ils savent faire. Mettre des filtres sur leurs photos, tout ça, ils savent faire. Après, tout ce qui est vraiment administratif, il y a personne derrière. Ils savent pas faire. Ils ont, alors c'est pas moi qui les fais les cours sur les CV, mais c'est des formateurs de l'école de la deuxième chance qui leur font des cours sur les CV. Si on leur fait pas, je sais pas s'ils font leur CV réellement. Oui, l'utilisation d'un smartphone n'est pas la même que l'utilisation d'un traitement de texte, c'est évident. Exactement. Et les jeunes vont vous dire qu'ils savent faire, mais en soi, vous voyez qu'ils savent pas t'en faire. Alors que les anciens vont moins savoir faire les réseaux sociaux, tout ça, mais ils vont plus savoir faire tout ce qui est administratif. Après, il y en a qui sont encore reculés, mais ils ont quand même plus d'aisance à écrire des belles phrases. Il y a des lacunes des deux côtés, je dirais, sur les deux publics. Après, si on prend la tranche, on va dire, des cinquantenaires et quarantenaires, ils ont vu l'évolution de l'informatique et leurs premiers outils, ça a été justement, par exemple, du traitement de texte et non du réseau social ou du jeu. L'outil informatique. Exactement. Avant, on avait, je me rappelle, au début, on avait tous des ordi Windows 95 ou Windows 98. Les jeux vidéo marchaient vraiment pas bien dessus. Moi, j'avais ça, je me rappelle. Effectivement. C'était drôle. J'avais Rayman à l'époque et ça faisait planter l'ordi de mes parents tout le temps et je le relançais et il craquait à chaque fois. C'était marrant. Mais c'est vrai qu'on allait beaucoup plus facilement sur Word. Avant Wikipédia, il y avait un truc, comment ça s'appelait ? On l'avait en CD. C'était des encyclopédies, mais on l'avait en CD. Il y en a eu plein. Il y a eu l'encyclopédie de Microsoft. Il y a eu celle de Hachette. Il y en a eu quelques-unes comme ça sur CD. Celle de Microsoft, je me souviens plus du nom, effectivement, mais c'était la plus connue. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai plus. 97, 98, qui avait ça. Et c'était l'ancêtre de Wikipédia, au final. Ah, ben complètement. Et c'est sûr que oui, on faisait beaucoup plus d'administration
administratif ou d'aller sur les encyclopédies. Internet, ça ramait à mort à l'époque, avec les vieux modems qui faisaient énormément de bruit. Je me rappelle, c'était marrant. On était dans un autre univers. Mais ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue personnellement, alors qui remonte à 1990, pour vous dire que c'est quand même pas récent. Je me suis retrouvé à la poste centrale à Toulouse et il y avait des rangées de Minitel qui étaient mises à la disposition du public. Et d'un seul coup, je me souviens y être allé et avoir entendu quelqu'un crier « Mais où elle est cette touche envoi ?» Alors que la touche envoi sur le Minitel, c'était la seule qui était en vert et en plus, c'était écrit en français. Excellent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette appréhension de la machine aussi. Il y a le fait de se retrouver seul face à la machine, c'est aussi se retrouver seul face à soi-même et avec le peu de connaissances que l'on a. C'est ça. Tu vois, j'ai fait des ateliers en partenariat avec le centre social de Nocelles où il y a une conseillère numérique là-bas qui m'a invité sur cet atelier. C'était un atelier pour des agriculteurs. Et là, vraiment, on faisait les bases. On faisait clic droit, clic gauche. C'était vraiment de la base de base. Et en fait, alors il y en a un qui est arrivé, qui dit « Ah, moi, je suis une vraie bille, j'y comprends rien. » Et au final, quand tu le vois, il a les deux mains direct sur le clavier. Donc, tu vois que quand même, il est quand même beaucoup plus à l'aise. Et il y avait son collègue qui avait une dizaine d'années de plus, donc environ 55, 60 ans. Lui, il y arrivait vraiment pas. Mais on a eu 7 séances ensemble. Et au bout des 7 séances, il avait beaucoup plus d'aisance derrière l'ordinateur. Et ça le rassurait qu'on était derrière. C'était vraiment, ça le rassurait. Ça, c'était en partenariat avec la MSA. Donc la MSA leur a prêté des ordinateurs. Et du coup, ces ordinateurs, ils les ramènent chez eux. Donc normalement, ça serait bien qu'ils travaillent chez eux. On a tous du mal. C'est des agriculteurs. Ils ont quand même besoin de travailler aussi. Ils ont beaucoup de travail aussi. Surtout que dans l'agriculture, maintenant, tous les dossiers sont informatisés. Les demandes de subventions PAC et ainsi de suite. Les déclarations en cas d'intempéries sur les récoltes, tout est informatisé. Faut tout l'élevage, tous les veaux, toutes les bêtes, faut tout numériser sur des sites dédiés. En général, c'est la chambre d'agri qui donne l'accès à ces sites-là. Et c'est vrai que les agris, à chaque fois qu'ils venaient en rendez-vous, ils nous disaient j'ai pas eu le temps ou j'ai toujours peur de faire un peu des bêtises. Et quand on est derrière eux, au final, nous on touche pas aux ordinateurs, on est juste derrière eux, on est pour le faire avec, mais pas à la place d'eux. Et on leur fait des cours, on leur montre la création de mails, comment scanner des docs, tout ça. Les espaces du coup de tous ces logiciels de la chambre d'agri, ils ont eu des formations avec une dame de la MSA, avec des gens de la chambre d'agri aussi qui sont venus leur montrer leurs outils. Quand on est derrière, c'est vachement plus simple. Même si nous on n'est pas à leur place, on leur fait rien, mais on est derrière. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc c'est vrai que quand on est seul face à la machine, ça fait toujours peur, mais avec plusieurs séances, on arrive à casser cette peur. Et moi, c'est ce que je dis à mes apprenants à chaque fois. Je leur laisse mon numéro, je leur laisse mon adresse mail. Et s'ils ont un souci, le moindre souci, ils m'appellent à n'importe quelle heure. Et si c'est trop tard et que je dors, je les rappellerai le lendemain, il n'y a pas de souci. Mais on est au service de ces gens dans le besoin du numérique. De toute façon, ça devient une réalité, c'est une nécessité.
Je pensais tout à l'heure à ce que vous disiez par rapport à la numérisation des documents. C'est quelque chose qui est finalement très simple et très utile, puisque on nous demande de plus en plus de transmettre simplement un fichier PDF par mail. Et ça, c'est important à savoir faire. C'est ça, moi j'ai monté un atelier sur comment scanner des docs avec son téléphone, parce que c'est toujours compliqué de trouver un scanner. On n'a pas tout le temps ça chez soi, déjà, un scanner d'ordinateur. Après, faut le connecter à l'ordinateur, faut le retrouver dans l'ordinateur, faut le mettre en PDF et puis après l'envoyer par mail. Et ça, vraiment, tout le monde n'a pas ça chez soi. Alors que en 2023, il y a à peu près 85% des gens qui ont des smartphones dans leur poche. Et avec un smartphone, vous pouvez faire tout. Je pense même que sur le chiffre, vous êtes en dessous. Ouais, je pense, mais 85%, au moins, c'est une moyenne basse, mais ça montre que, voilà, les 3/4 des gens ont quand même des smartphones. Et, cet atelier-là, je le fais, il dure pas très longtemps. Je fais installer une appli qui a pas de pub, parce que, voilà, il y a toujours, les applis ont énormément de pubs maintenant. Donc, le but, c'est que les gens s'en sortent. Donc, j'essaye de pas leur mettre des applis avec trop de pubs qu'ils ont à tout le temps fermé. C'est pénible. Et c'est vrai que du coup, je teste beaucoup d'applis pour que mes apprenants ne galèrent pas avec derrière. Et j'en ai une petite qui est pas mal. Et du coup, je montre comment on scanne les documents et après comment on peut les enregistrer dans son téléphone ou directement les envoyer par mail. Et c'est vrai que cet atelier est sympa aussi. Et je le fais autant à des jeunes qu'à des anciens. C'est beaucoup plus simple que allumer l'ordinateur, mettre la feuille dans le scanner, faire l'impression, faire le scan. Maintenant, le smartphone a quand même simplifié énormément la chose. Les gens sont beaucoup plus à l'aise sur les smartphones que sur les ordinateurs. Moi, personnellement, c'est le contraire, mais après, Pour ma part, c'est à peu près équivalent, parce que j'utilise fréquemment les deux. Mais oui, en plus, maintenant, les technologies ont évolué, puisque même si on achète une imprimante tout en un, assez fréquemment, elle est connectable à son smartphone aussi. Oui. Donc, c'est aussi un progrès de ce côté-là. Si on veut vraiment avoir un document d'une netteté, parce que maintenant, vous voyez, vous avez, on va pas citer de marque, mais vous avez des imprimantes où à l'heure actuelle, vous avez directement la touche Send to smartphone. Donc, c'est aussi simple aussi. Il y a pas mal de choses qui évoluent aussi dans ce domaine-là. Finalement, la façon dont on a pu connaître l'informatique, où on devait maîtriser l'installation de pilotes, l'installation d'un logiciel, savoir retrouver ses périphériques à l'intérieur du logiciel, c'est clair que ça n'existe pour ainsi dire plus, et heureusement. Hein. Non, maintenant tout est plug and play, tout est automatique et ça se fait très bien. Et c'est vrai qu'il faut toujours on en revient au problème qu'on a toujours peur de faire quand on connaît pas trop ces outils-là, on a toujours peur de faire une bêtise. Et c'est vrai que nous, les conseillers numériques, on est dans le Cantal, on est un peu plus de 15, on est entre 15 et 18 dans le Cantal, et c'est vrai qu'on est là pour aider ces gens-là à passer cette peur. Il faut pas. C'est sûr, on peut faire des bêtises, mais c'est rare. Et du coup, c'est vrai que c'est rarement irrémédiable aussi. C'est rare. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui, quand on remplissait nos CERFA et qu'on les envoyait, les gens avaient pas peur d'écrire, de se planter de case et d'écrire une bêtise sur leur CERFA. On a exactement le même CERFA sur nos ordinateurs ou nos smartphones et on a peur. Alors que c'est la même chose. Et le droit à l'erreur, il existe exactement pareil. Avant, vous étiez obligé d'envoyer un courrier, mettons, vous remplissez un CERFA pour la préfecture, vous l'envoyez, quand vous avez envoyé, vous le donnez au facteur, là, vous pensez que vous dites, mince, je me suis trompé. Et du coup, fallait refaire un document avec accusé-réception pour leur dire, je me suis trompé. Là, le droit à l'oubli, ou le droit à l'erreur est beaucoup plus simple. C'est un clic, hop, vous avez votre CERFA devant vous, vous recorrigez et vous le renvoyez. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de faire de l'erreur. Parce que c'est une machine et c'est pas un humain. Complètement. Revenons à Landestini. Donc vous avez participé aux 2 dernières promotions ? Non,
j'ai participé à la deuxième. À la deuxième. Là, on a eu la promo 1 de 2020-2021. Moi, je suis arrivé à la fin de la promo 1, enfin l'été fini, et j'ai fait le début de la promo 2, fin promo 2, et là, du coup, on est sur le recrutement de la promo 3. Oui, on en a parlé déjà avec qui Emma arrive, et Sacha. qui arrive bientôt. Ouais. Moi, j'ai fait toute la promo 1. J'ai été embauché en octobre 2021. Je suis parti 4 mois en formation et je suis arrivé en plein poste, on va dire, en mars, 1er mars 2022. Et donc, vraiment, j'ai eu toute la promo 2 et là, le dispositif des conseillers numériques est renouvelé pour 3 ans. Donc, je re-signe pour 3 ans et donc ça c'est génial. Oui. Je suis très content, je vous avouerai, surtout avec Landestini, j'aurais pas pu rêver mieux pour le coup. Et du coup, je vais encore voir normalement promo 3 et potentiellement promo 4. Oui, ce qui va vous permettre aussi de rencontrer pas mal de monde parce qu'avec Landestini, on fait de nombreuses connaissances. On fait de nombreuses connaissances, exactement. Alors moi, j'aime beaucoup discuter, donc ça me dérange aucunement. Comment se sont débrouillés nos derniers candidats de Landestini en matière de numérique? Est-ce qu'ils étaient plutôt à l'aise globalement ou il y a vraiment eu certains d'entre eux où il a vraiment fallu les soutenir? En général, ils étaient quand même relativement à l'aise. Il y a Eric, je pense à Eric Ferme-Lavandière qui c'est vraiment pas son truc. C'est vraiment pas son truc, donc je l'ai aidé sur quelques points, mais dans l'ensemble, ils s'en sortaient très bien. Ils s'en sortaient très bien. Puis on avait fait une session où c'était sur la vidéo et au final tout le monde s'en est relativement bien sorti. C'était très intéressant. Et c'est vrai que Eric qui était le plus ancien, le plus vieux de notre promo, lui, son truc c'est les plantes et c'est pas du tout le numérique et il a été franc avec ça et je l'ai aidé à installer les applis. On a une appli WorkChat, Workplace qui permet, c'est un peu le réseau social de Landestini où on discute tous ensemble. C'est un peu notre messagerie instantanée et quand les gens rentrent en promo, les candidats rentrent en promo chez nous, du coup on leur donne un accès, on leur fait un fil de discussion, promo 2, promo 3 et ils peuvent échanger ensemble et avec nous aussi sur beaucoup de points. Et c'est vrai que il galérait à l'installer sur son ordinateur, à l'installer sur son téléphone. Donc je lui ai montré comment ça marchait. Et il nous a dit moi je lis, j'arrive à lire vos messages, mais par contre écrire, vous aurez pas de nouvelles de moi. Donc moi je vous appelle, il y a pas de souci, mais j'écrirai pas sur cette discussion. Mais bon, alors que il m'a dit ça et le lendemain je reçois un message de lui, ça m'avait fait rire. Ça m'avait fait rire. Je lui ai dit alors comme ça tu nous écris pas. Et il m'a dit c'est pour la blague Clément. Et il m'avait fait rire. D'autant que maintenant un jeune ou moins jeune créateur d'entreprise va être confronté immédiatement, dès la création de son entreprise, au numérique, puisque même la création d'une entreprise, ça se fait sur un site dédié à ça. Oui, c'est obligé de passer par le numérique. On peut pas passer à côté. Pour moi, c'est impossible. C'est tout bonnement impossible. On vous oblige à tout le temps être numérisé, tout le temps. Je sais qu'il y a une volonté de simplification de la démarche, qui ne paraît pas évidente d'ailleurs pour tout le monde. Non. Mais ça permet aussi de centraliser certaines données et aussi peut-être de ne plus avoir à faire des déclarations en doublon. Aussi. Après, c'est une volonté de l'État de que ça soit tout numérique. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on est un peu obligé de le faire. Moi, je vois les agriculteurs que j'avais à Nocelles, ils savaient qu'ils aimaient pas, mais ils savaient qu'ils étaient obligés de le faire. Du coup, nous, c'est un dispositif gratuit, donc les gens, personne paye pour aller voir un conseiller numérique. Donc, ils savaient que c'était peut-être le moment aussi on sait qu'on n'aime pas, on sait qu'on est obligé de le faire, on sait qu'il va falloir qu'on apprenne, même si on a 50 ans, 60 ans, ça nous servira. Si ça nous sert pas dans notre activité professionnelle, ça va nous servir pendant notre retraite. Et du coup, eux, en tout cas, on sentait vraiment la volonté d'apprendre de leur côté parce qu'ils sont obligés. Et d'ailleurs, pour sa retraite, on est obligé aussi d'en passer par là. Et oui. Ce qui va être d'ailleurs le mot de la fin de cette interview. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission des Chroniques Terriennes. On va le rappeler aux gens. C'était un plaisir. Faire appel à un conseiller numérique, c'est gratuit. Il y en a quand même pas mal dans le Cantal. Il y a moyen d'en trouver. 18, aux dernières nouvelles, on est
unité 18 dans le Cantal. Vous en avez vraiment de partout. Voilà, donc c'est accessible à tout le monde et c'est un service gratuit. Et c'est gratuit. Ben, je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Merci Eric, à bientôt. Les chroniques terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui y ont participé, ainsi que tous ceux et toutes celles qui les ont écoutés. Je souhaite également un bon et joyeux anniversaire à la Java des Paluches. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission des chroniques terriennes. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Mais